Il l'a dit sans détour, les gens intelligents fabriquent, les autres achètent. La phrase est tombée après la réélection, pas pendant une campagne, pas pour séduire. Comme un verdict posé sur la table, le pétrole va couler cette année, les pipelines sont déjà là. Il les a survolés. Et avec ce pétrole vient une peur précise, la Libye. Pas comme souvenir lointain, comme scénario possible. Alors le ton change, les traîtres sont nommés, les financements extérieurs aussi. 10 000 shillings par vote, une somme dérisoire, une insulte, mais une insulte qui fonctionne parce que la pauvreté ouvre toutes les portes. Ce n'est pas un discours sur l'élection, c'est un diagnostic brutal sur la vulnérabilité. Quand un peuple est pauvre, il peut être acheté. Quand il peut être acheté, la stabilité devient négociable. Et quand la stabilité était négociable, le pétrole n'est plus une richesse, mais un déclencheur. C'est là que le Japon apparaît dans le récit, pas comme modèle romantique, comme miroir humiliant, pas de pétrole, pas de minerais, seulement des cerveaux et des voitures vendues à ceux qui dorment. Ce n'est pas une insulte gratuite, c'est une pression cognitive, une manière de dire « tant que nous consommons ce que d'autres pensent, nous resterons manipulables ». Alors l'argent du pétrole est verrouillé, pas pour être partagé, pas pour être mangé, mais pour le rail, l'énergie, l'éducation scientifique. Parce que le pétrole dure 20 ans. La dépendance, elle, dure beaucoup plus longtemps. À ce moment précis, le discours cesse d'être économique, il devient stratégique. La pauvreté n'est plus un problème social, elle devient une faille sécuritaire. Et une fois que cette idée est acceptée, partager l'argent n'est plus une option. Il insiste sur un point que beaucoup préfèrent ignorer. Le pétrole n'est pas une bénédiction automatique. En Afrique, il arrive souvent avec le chaos emballé dedans. Il ne parle pas de théorie, il parle de méthode, de l'argent qui vient de l'extérieur, de partis politiques utilisés comme canaux, d'élections transformées en marché temporaire. Quand 10 000 shillings deviennent acceptables, ce n'est pas parce que les gens y croient, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre. La pauvreté ne crée pas seulement la misère, elle crée la disponibilité. Disponibilité à écouter, disponibilité à suivre, disponibilité à détruire ce qui a été construit hier, c'est là que le raisonnement bascule. La contestation n'est plus présentée comme spontanée, elle devient un produit financé, organisé, dirigé. Les infrastructures sont ciblées, routes, ponts, équipements, payés par des prêts, détruits par ceux qui n'en verront jamais les bénéfices. Résultat, des dettes sans développement, des pays qui remboursent le vide. Ce mécanisme ne dépend pas du pétrole, il dépend de la dépendance. Une économie qui n'a pas de production réelle peut être étranglée de l'extérieur sans tirer un seul coup de feu. Les prix montent, les biens deviennent inaccessibles, la colère est redirigée vers le gouvernement. La rue s'embrase et le récit est prêt. Dans ce schéma, la démocratie n'est pas niée, elle est instrumentalisée, utilisée comme levier, pas comme finalité. C'est pour cela que la pauvreté revient encore et encore comme la racine de tout. Pas parce qu'elle est immorale, mais parce qu'elle est exploitable. Quand un pays ne fabrique pas, il importe sa fragilité. Quand il importe sa fragilité, il ne contrôle plus son avenir. Et tant que cette réalité n'est pas affrontée, le pétrole ne fera qu'accélérer le problème, pas le résoudre. À ce stade, le discours ne vise plus l'Ouganda seulement. Il élargit le cadre. Il parle de l'Afrique comme d'un système fragmenté. La pauvreté n'est pas décrite comme un accident. Elle devient la conséquence logique d'une économie sans valeur ajoutée. Exporter des ressources brutes, c'est exporter des emplois, c'est exporter le futur. Quand les minerais quittent le sol sans transformation, les usines naissent ailleurs. Quand les usines naissent ailleurs, la jeunesse reste sans levier, et sans levier, elle devient une variable manipulable. C'est pour cela que la colère est facile à déclencher. Pas parce que le peuple est naïf, mais parce qu'il est coincé, pris entre des prix qu'il ne contrôle pas et des promesses qu'il ne peut pas vérifier. Les frontières entrent alors dans le récit, présentées non pas comme des protections, mais comme des filtres mal placés. Les bons citoyens attendent, les marchandises légales sont ralenties, les travailleurs perdent du temps, pendant que ceux qui veulent déstabiliser passent ailleurs. Les frontières ne stopperont pas les menaces, elles épuisent les populations. Dans cette logique, l'intégration régionale n'est pas idéologique, elle est fonctionnelle. Libérer la circulation des personnes et des biens, ce n'est pas effacer les États, c'est agrandir le marché intérieur. Sans marché, pas d'industrialisation. Sans industrialisation, pas de revenus stables. Sans revenus stables, la pauvreté reste l'arme principale des influences
influences extérieures. C'est là qu'un autre exemple est glissé presque discrètement. Un pays voisin, des routes construites rapidement par des travailleurs locaux, sans armées étrangères, sans miracle. Le message est clair, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de décision. Quand un État choisit d'investir dans la production, les résultats apparaissent, même imparfaits, même incomplets, mais quand il choisit la consommation comme horizon, il prépare sa propre dépendance. À partir de ce point, la question n'est plus avons-nous des ressources ? Elle devient qui contrôle ce que nous faisons de ces ressources ? Et une fois cette question posée, le débat change de nature. À partir de là, le récit cesse de pointer des individus. Il s'attaque à l'architecture. Les infrastructures africaines ne sont pas neutres. Elles ont été dessinées pour extraire, pas pour relier, des routes vers les ports, des rails vers la mer, pas vers les villes, pas vers les marchés internes. Quand une économie est construite comme un couloir, elle ne peut pas nourrir ceux qui vivent autour. C'est pour cela que le rail revient, encore une fois, pas comme symbole de modernité, mais comme correction structurelle. Transporter des ressources vers l'Europe ne crée pas de richesse locale. Relier des villes, oui. Créer des chaînes de valeur internes, oui. Permettre aux producteurs de vendre sans intermédiaire. Oui, le pétrole, dans ce cadre, n'est qu'un levier temporaire. 20 ans, peut-être moins, un capital épuisable destiné à financer ce qui ne l'est pas. Science, éducation technique, énergie, industrie. Ce choix n'est pas populaire, il ne produit pas de gains immédiats, il ne se mange pas, il ne se distribue pas en billets, mais c'est précisément pour cela qu'il est stratégique. Partager l'argent apaise, investir l'argent transforme. Et cette distinction sépare deux visions du pouvoir. L'une cherche la tranquillité à court terme, l'autre prépare la résilience. Dans le discours, les promesses faciles sont exposées comme des pièges. 20% aux collectivités, des allocations, des avantages immédiats. La question posée est simple, que reste-t-il après ? Des salaires versés, puis oubliés, des allowances consommées, puis disparues, aucun actif, aucune capacité nouvelle. Quand l'argent s'arrête, tout s'arrête. À l'inverse, une centrale électrique continue de produire, un rail continue de transporter, une génération formée continue d'innover. Ce n'est pas une opposition morale, c'est une équation temporelle. Plus un pays pense à court terme, plus il devient dépendant de ceux qui pensent à long terme. Et dans un monde où le capital, la technologie et l'influence sont déjà concentrés ailleurs, le court terme devient une forme de soumission. À ce stade, le message n'est plus dirigé vers l'opposition. Il est dirigé vers la société entière. Parce qu'une fois que l'argent du pétrole est consommé, il n'y a plus de retour possible. C'est ici que la tension atteint un autre niveau, parce que le discours ne parle plus de projet. Il parle de trajectoire irréversible. Le pétrole arrive. Ce fait n'est plus discutable. La seule question devient que fait-on pendant qu'il est encore là ? Deux chemins apparaissent clairement et aucun n'est neutre. Premier chemin, consommer, partager, distribuer, apaiser, transformer une ressource rare en paix temporaire. Dans ce scénario, l'argent circule vite, les attentes montent vite, la dépendance s'installe encore plus vite. Quand les revenus baissent, les tensions reviennent. Quand les tensions reviennent, les mêmes mécanismes s'activent. Financements extérieurs, manipulation politique, rues mobilisées. Et cette fois, il n'y a plus de pétrole pour amortir le choc. Deuxième chemin, investir lentement, durement, impopulairement, rail, énergie, éducation scientifique, industrie locale. Ce chemin n'élimine pas les critiques, il les amplifie même au début parce qu'il ne donne rien à manger tout de suite, mais il fait autre chose. Il réduit la surface de manipulation. Quand un citoyen produit, il négocie différemment. Quand il a un revenu stable, un billet de 10 000 shillings perd son pouvoir. La pauvreté, dans ce cadre, n'est plus seulement une injustice, elle est identifiée comme un outil politique, un outil utilisé contre l'État, et parfois par l'État lui-même, par inertie. C'est pour cela que le discours devient dur, pas émotionnel, dur. Les oppositions internes ne sont plus décrites comme idéologiques, elles sont décrites comme fonctionnelles à un système externe. Qu'elles le veuillent ou non, ce n'est pas une accusation individuelle, c'est une lecture systémique. Dans un pays dépendant des importations, celui qui contrôle les prix contrôle l'humeur sociale. Celui qui contrôle l'humeur sociale peut provoquer une crise sans apparaître. Et quand les infrastructures sont détruites par la rue, le cercle se referme. Dette, reconstruction, dépendance accrue. Ce n'est pas une théorie, c'est une boucle. À ce point du récit,
Paris, la figure centrale commence à s'effacer. Le nom importe moins que la logique parce que ce qui est décrit dépasse un mandat. Et même un pays. La vraie question devient collective. Acceptons-nous de payer le prix du long terme? Car il y a un coût politique, un coût social, un coût narratif. Dire non à la distribution, c'est accepter d'être impopulaire aujourd'hui pour réduire la vulnérabilité demain. Dire oui à la consommation, c'est acheter la paix au prix de la souveraineté future. Il n'y a pas de troisième option confortable. Si ce choix est accepté, l'Afrique commence à se transformer de consommatrice en productrice. Si ce choix est rejeté, elle reste un marché. Et si le silence continue, le système continue aussi, sans bruit, sans débat, jusqu'à la prochaine crise. À ce stade, le discours ne demande plus l'adhésion, il impose une réflexion, parce que le pétrole finira, mais les décisions prises pendant qu'il coule détermineront ce qui restera après. À ce moment précis, le discours quitte le terrain économique, il entre dans celui du pouvoir réel, pas le pouvoir institutionnel, le pouvoir de décision collective, parce que aucune stratégie de long terme ne survit sans consentement minimal, et ce consentement ne se décrète pas, il se construit contre les réflexes. Le réflexe le plus fort, c'est l'immédiateté, recevoir maintenant, consommer maintenant, soulager maintenant, mais chaque soulagement immédiat repousse la transformation et chaque transformation repoussée renforce la dépendance. C'est là que l'éducation revient, encore une fois, pas comme slogan, comme infrastructure mentale, former des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques. Ce n'est pas prestigieux à court terme, mais c'est ce qui ferme progressivement les portes de l'ingérence. Quand une société maîtrise la production, elle contrôle ses prix. Quand elle contrôle ses prix, elle stabilise ses tensions internes. À l'inverse, une société importatrice importe aussi ses crises, inflation, rareté, frustration et avec elle les récits prêts à exploiter ses failles. Dans ce cadre, la jeunesse n'est plus un symbole, elle devient un enjeu stratégique. Des motos électriques produites localement, des véhicules conçus sur place, des prototypes imparfaits, mais réels. Ce n'est pas la performance qui compte ici, c'est la rupture psychologique, la preuve que produire est possible. Une fois que cette idée s'installe, le discours extérieur perd de sa force, parce qu'il ne parle plus à une population immobile, mais à une population en mouvement. Ce basculement est lent, fragile, facile à saboter. C'est pour cela que la pression augmente de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Ceux qui bénéficient de l'importation résistent à la production, ceux qui vivent de la dépendance ne souhaitent pas son arrêt brutal. Le conflit n'est donc pas seulement politique, il est économique. Et narratif, changer de trajectoire, c'est aussi changer de récit collectif, passer de « nous manquons » à dire « nous construisons ». Ce récit ne s'impose pas par décret, il se renforce par des faits, des routes construites, des rails posés, des machines qui tournent. À ce stade, il n'est plus question de promesses, seulement de continuité, parce que toute interruption réactive immédiatement l'ancien système, et ce système sait attendre. Il n'a pas besoin de gagner aujourd'hui, il lui suffit de durer. La vraie bataille n'est donc pas visible, elle se joue dans la persistance. À ce stade, le récit force un choix inconfortable, pas entre le bien et le mal, mais entre la facilité et la cohérence. Parce que transformer une économie ne se fait pas en un mandat, ni en un discours, ni même avec du pétrole. Cela exige une continuité que peu de sociétés acceptent vraiment. Rester sur une trajectoire quand les bénéfices tardent, résister quand la contestation devient bruyante, tenir quand le doute s'installe, c'est là que le silence devient un facteur politique. Le silence de ceux qui comprennent mais n'osent pas soutenir. Le silence de ceux qui attendent de voir si la stratégie tiendra. Mais dans un système de dépendance, attendre équivaut souvent à reculer, car pendant que certains hésitent, les anciens mécanismes restent actifs. Importation, pression sur les prix, narratif prêt à être réactivé, rien n'a besoin d'être inventé, tout est déjà en place. C'est pour cela que l'idée d'unité revient encore une fois, pas comme idéal romantique, mais comme condition opérationnelle. Une société fragmentée discute sans fin, une société alignée avance, même lentement. Cela ne signifie pas l'absence de débat, cela signifie un accord sur la direction. Produire plutôt que consommer, investir plutôt que distribuer, construire plutôt que calmer, ce consensus est fragile. Il peut se fissurer au moindre choc, une hausse de prix
un retard de projet, une promesse non tenue, et c'est précisément là que la pression externe est la plus efficace. La stratégie décrite ne promet pas le confort, elle promet la réduction de la vulnérabilité, ce qui est beaucoup moins visible, mais infiniment plus décisif. À ce point, le récit cesse de convaincre. Il met face à une responsabilité, parce que si la trajectoire échoue, ce ne sera pas faute de ressources, ni faute d'idées, ce sera faute de persévérance collective. Et une fois cette persévérance brisée, le retour en arrière sera présenté comme du réalisme, comme du pragmatisme, comme une nécessité, alors qu'il ne sera que la restauration de l'ancien équilibre, un équilibre où l'Afrique achète, ou d'autres fabriquent, où la pauvreté reste la clé d'entrée de toutes les manipulations. Arrivé ici, le discours ne demande plus « Êtes-vous d'accord ?» Il pose une autre question, plus dérangeante. Combien de temps êtes-vous prêt à tenir ? Il ne reste plus qu'un point à affronter, celui que beaucoup évitent. Le futur ne s'impose pas. Il se tolère ou il se sabote. Si cette trajectoire est acceptée, la pauvreté cesse progressivement d'être un levier politique. Les petites sommes perdent leur pouvoir. Les promesses faciles deviennent moins efficaces. La rue devient moins prévisible. Le conflit ne disparaît pas, mais il change de nature. Il porte sur des choix. Pas sur la survie. Si cette trajectoire est rejetée, rien ne s'effondre immédiatement, c'est plus lent, plus silencieux, on partage, on consomme, on apaise, puis le pétrole décline, les recettes diminuent. La pression revient, et cette fois, il n'y a plus de marge, plus de levier temporaire, plus de discours protecteurs. Si le silence continue, le système extérieur n'a rien à faire. Il attend, il sait que la dépendance n'a pas besoin d'être imposée. Elle se maintient d'elle-même quand aucune alternative n'est défendue assez longtemps. Ce récit ne propose pas un héros, il ne promet pas un miracle, il décrit un seuil où chaque société choisit si elle veut produire des biens ou produire des excuses. Un seuil où l'éducation cesse d'être décorative et devient une question de souveraineté, un seuil où l'infrastructure cesse d'être visible et devient décisive. Ce qui est en jeu n'est pas l'image d'un dirigeant, c'est la capacité d'un continent à sortir d'un rôle écrit ailleurs. Il n'y aura pas d'annonce spectaculaire, pas de moment unique, seulement une accumulation de décisions cohérentes. Ou leur absence. La vraie question, au fond, est simple. Voulons-nous être indispensables à nous-mêmes ou rester utiles aux autres ? À partir du moment où cette question est posée, ne pas répondre devient déjà une réponse.